va se différencier un petit peu puisqu'on va parler pour notre compte à trois aujourd'hui pour vous présenter l'opération des nichoirs dans la plaine et avec l'idée de vous faire partager notre expérience sur la façon dont on a pu impliquer les citoyens d'un territoire dans un programme de recherche. Donc ce projet, il est porté par trois structures qui sont représentées en partie ici. L'IFRE qui porte tout le volet administratif, recherche de financement sur ce projet, l'accompagnement autour des outils pédagogiques et la conception du site internet. Zodyssée, qui coordonne le volet pédagogique d'animation et le plan d'action auprès des écoles et des villages. Et puis le CNRS de Chizé, Sylvie Hout, notre collègue qui travaille avec nous sur ce projet, s'excuse de ne pas être là aujourd'hui, qui coordonne le volet scientifique puisque ce projet en fait prend naissance autour d'un programme de recherche. Et puis Jocelyne, notre collègue de l'inspection académique, viendra vous faire partager son expérience autour de sa particularité du projet qui est d'avoir impliqué un certain nombre d'écoles sur ce territoire. Donc pour vous remettre un peu en contexte le projet, le CNRS de Chizé travaille depuis 1993 sur un programme de recherche autour de la biodiversité dans les agrosystèmes céréaliers, avec l'idée de concilier l'agriculture et l'environnement. Et donc ce programme de recherche naît dans un département qui se nomme Biodiversité, Agriculture et Développement durable, qui travaille depuis 1993 sur une zone d'atelier où tout l'assolement parcellaire de cette zone est connu, répertorié, donc chaque année. On a une base de données depuis plus de 16 ans sur ce territoire-là. Au sud des Deux-Sèvres, et ça nous fait un territoire de 450 km² qui est notre zone en fait de travail sur cette opération des nichoirs dans la plaine. Donc vraiment localisé sur un espace rural au sud des Deux-Sèvres. Donc il y a une forte présence depuis 16 ans du CNRS sur cette zone, puisqu'il y a un certain nombre d'observations qui sont faites, un partenariat important avec le milieu agricole qui participe à fournir des données, les informer de la présence de nids de busards. Vous pouvez observer ici un certain nombre de choses qui sont faites. Il y a un travail important qui a été fait autour de la recherche et la conservation de l'outarde canepetière, et donc une présence importante et un partenariat fort avec le milieu agricole, donc une partie de la population de cette zone qui chaque année en fait est valorisée par le CNRS au travers de rencontres avec les agriculteurs qui ont participé au programme et une présentation, une valorisation des travaux de recherche qui sont menés dans l'année, un film qui a été fait par Laurent Geoffrion autour justement du milieu agricole et des enjeux de préservation de la biodiversité sur ces milieux en Europe, et puis un certain nombre d'autres publications qui ont été faites en partenariat avec la collectivité. Seulement sur ce territoire de plaine, jusqu'à maintenant, le CNRS était intéressé plutôt à des espèces dites remarquables, extrêmement menacées, même en voie d'extinction pour certaines, comme l'outarde canepetière, qui est la dernière micro-population d'outarde qui en migre encore en fait en Espagne, sur le territoire français, et donc avait peu de relations avec les habitants. C'était juste avec la cohorte du milieu agricole, alors qu'ils avaient envie vraiment de travailler sur quelque chose qui soit un peu plus porteur au niveau des enjeux. Et donc du coup, l'idée était que sur ce milieu agricole en 50 ans qui a énormément évolué avec les changements globaux, donc le maillage agricole a extrêmement évolué. Par contre, on a une constante sur notre territoire, ce sont les réseaux de villages qui ont une structure qui est restée assez stable. Et du coup, ils se sont dit que ça pourrait être intéressant de s'intéresser à des espèces qui habitent, en fait, se reproduisent dans ces villages, mais qui utilisent le milieu agricole, donc le parcellaire en culture, pour se nourrir et nourrir les petits. Donc, ils sont partis sur un programme de recherche autour de 3 espèces, la chouette chevêche, la huppe faciée et le hibou petit-duc, qui sont plutôt en déclin au niveau européen, d'après ce qu'on peut trouver dans les publications, mais qui sont encore assez communes, nous, sur notre territoire, puisqu'on a un espace rural avec des villages, comme vous l'avez vu, qui, en fin de compte,
rassemble la majorité de l'habitat. On a très peu de fermes isolées en fait sur notre milieu agricole, c'est une de ses caractéristiques. Tous les habitats, les fermes sont plutôt regroupées au sein de villages, et donc ces villages ont quand même des zones rurales, donc des personnes qui habitent les villes, qui viennent plutôt habiter les campagnes, et donc qui restructurent un petit peu l'habitation et puis les arbres creux qu'on peut trouver. Donc on a une disparition un petit peu des cavités. Et donc l'hypothèse qui a été avancée, c'est qu'il serait possible que la diminution des populations de ces trois espèces-là soit liée à un manque de disponibilité de cavités, donc à une impossibilité de se reproduire. Et la prédiction est la suivante, c'est qu'en augmentant les cavités, en mettant des cavités artificielles, on pourrait retrouver une augmentation de la population. Alors pourquoi est-ce que cette hypothèse a été privilégiée plutôt que d'autres hypothèses qui sont faites sur la disponibilité en nourriture, qui est souvent un facteur limitant des populations en termes d'oiseaux? C'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on a plus de 16 ans de données sur ce territoire, et il y a plus de 16 ans de données puisqu'il y a un fort partenariat avec l'INRA, il y a 20 équipes de recherche qui travaillent sur cette zone atelier aujourd'hui, et 20 équipes européennes, et donc on a une assez bonne connaissance en fait des proies, en tout cas des populations et des fluctuations de proies de ces espèces sur le territoire, ce qui fait que l'hypothèse privilégiée a été celle-ci. En tout cas, ça va être celle qu'il va falloir nous vérifier aujourd'hui. Donc, l'idée, c'était de poser 3000 nichoirs sur cette zone atelier pour être sûr que ces espèces trouvent une cavité si elles cherchaient à se reproduire. Et donc, un grand nombre de villages, et pour ça le CNRS s'est dit quelle est l'unité en fait sur tout ce territoire, qu'est-ce qu'on retrouve dans tous ces villages. Donc on n'a pas unité, ils ne sont pas tous réunis autour de comités de communes, ils ne font pas tous partie de la communauté d'agglomération niortaise, qui est la ville la plus proche, donc il n'y avait pas comme ça d'unité au niveau des collectivités en tout cas. Par contre, ce qui est frappant, c'est que dans chaque village on a une école. Et donc, l'idée a été, pourquoi est-ce qu'on ne passerait pas par l'école 3000 nichoirs, 3000 enfants, 3000 nichoirs posés. En plus de ça, on a un partenariat avec le CNRS, nous, sur le site, que ce soit l'IFRE et les Odyssées. On se trouve tous en moyenne, on est centralisé autour de 2 km maximum nous sépare. On travaille sur d'autres programmes de sensibilisation et de vulgarisation scientifique depuis un certain nombre d'années, donc on avait une habitude de travail ensemble. Et donc le CNRS est venu nous voir en nous présentant en fait leur projet. Et l'idée est venue de construire en fait étroitement lié à ce programme de recherche, donc qui était de vérifier le manque de cavité, ou en tout cas que la cavité est un facteur limitant des populations de ces oiseaux-là, donc de poser 3000 nichoirs sur les 26 communes. Mais les 26 communes, là on n'était plus sur le milieu agricole, on était vraiment chez l'habitant, chez le jardin, donc dans le jardin des habitants. Et le CNRS ne pouvait pas être non plus derrière les 3000 nichoirs posés. Du coup, il fallait non seulement que les élèves prennent un nichoir, mais en plus que les habitants observent les nichoirs et fournissent de la donnée. Donc, après discussion, nous, on a dit, si on veut vraiment que toutes les écoles participent, qu'on ait une implication vraiment de tous ces habitants et qu'ils fournissent de la donnée, ça ne va pas suffire d'aller les chercher, il va falloir monter un vrai projet pédagogique autour, un vrai projet éducatif sur ce site, à la fois pour sensibiliser les habitants à la richesse de leur milieu de vie, de leur environnement, de leur cadre de vie, et les impliquer en les impliquant dans le programme, mais aussi en créant un projet d'éducation à l'environnement et aux enjeux du développement durable avec les 25 écoles primaires de la zone et en créant un partenariat fort avec l'inspection académique. Donc Cécile va continuer en fait de vous expliciter le projet en vous détaillant justement quels sont les programmes d'action qu'on a pu mettre en place pour arriver à atteindre ces objectifs. Donc l'objectif, comme le disait Estelle, c'était de mobiliser les écoles, de passer par l'école, en fait, que l'enfant soit un peu l'ambassadeur du projet. On sait que les enfants sont souvent prescripteurs de leurs parents. Donc là, l'idée, c'était de construire un projet pédagogique avec chaque enseignant spécifique pour mobiliser les enfants. Donc on avait tout un programme pédagogique avec une rencontre des chercheurs et des enfants. Donc ça nous semblait primordial qu'à un moment donné, les enfants puissent croiser les chercheurs, échanger avec eux et percevoir tous les enjeux qui étaient liés à l'hypothèse de recherche.
Et puis, on monte un programme autour d'animations qui sont proposées par les animateurs de l'équipe de Zodyssée. Donc, des activités en lien avec les espèces, les oiseaux, enfin, la biodiversité, etc. Ensuite, on proposait aussi d'installer un nichoir dans l'école pour bien sûr que les enfants eux-mêmes participent à l'observation et puis réfléchissent à cette hypothèse. Et tous les ans, on réunit l'ensemble des enfants qui ont participé pour ce qu'on appelle une rencontre inter-école, donc un temps fort où ils peuvent échanger, rencontrer d'autres chercheurs, participer à des ateliers ludiques, etc. Donc là, on a l'action très ciblée école. Donc les écoliers, effectivement, nous permettent de toucher leurs parents. C'est dans une grosse majorité des cas, les personnes qui aujourd'hui accueillent un nichoir dans leur jardin sont des parents d'élèves ou des grands-parents, mais des gens qui sont proches des enfants scolarisés. L'idée, c'est quand même d'aller au-delà et que ce projet soit plus ambitieux. On a besoin de poser 3000 nichoirs, donc c'est assez conséquent. Et on souhaite que ce soit un projet d'envergure, donc de sensibiliser l'ensemble des habitants du territoire. Donc après, nous, on a une action aussi qui est plus ciblée grand public, où là, on va aller à la rencontre directe des personnes. Donc une des particularités du projet Nichoir, c'est qu'on rencontre les personnes qui vont devenir observateurs. Donc on propose des réunions publiques dans l'ensemble des villages qui sont concernés, où on présente le programme de recherche, le projet, qu'est-ce qu'on attend des personnes, où on échange avec elles. C'est vraiment l'occasion pour elles de nous rencontrer, de poser toutes leurs questions, de voir à quoi va ressembler les nichoirs. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur est-ce que je serais capable de poser un nichoir, enfin, vous voyez, toutes ces choses-là. Et puis ensuite, on va proposer un samedi matin de distribuer les nichoirs gratuitement. Donc on les distribue au sein de l'école. C'est vraiment l'école qui s'ouvre, c'est l'école qui permet ce lien avec les habitants, qui recrée du lien entre les parents d'élèves, les instituteurs, l'ensemble de la collectivité. Et puis tout un programme d'animation durant l'année où on propose des temps de rencontre ponctuellement. Donc souvent on s'appuie sur des manifestations nationales type fête de la nature, nuit de la chouette, pour mobiliser les habitants, pour leur dire, les informer de l'opération et puis insister après sur leur rôle en tant qu'observateurs. Donc pour mobiliser les habitants, on s'aperçoit que ce qui les attire, on l'a vu hier, plusieurs personnes en ont parlé, c'est le fait d'apporter sa pierre à l'édifice. Là, la plupart des gens entendent parler quand même des enjeux du développement durable, savent que notre planète est menacée, et là, concrètement, on leur propose d'agir. Eux, à leur échelle, ils peuvent faire quelque chose, prendre part à un projet. En plus, c'est un projet de recherche. On fait appel aux habitants, donc c'est très valorisant pour eux. On leur demande de contribuer. C'est leur action qui va vraiment permettre d'alimenter ou pas de vérifier ou pas cette hypothèse. Donc on va aller les motiver comme ça, c'est-à-dire on sent bien qu'ils sont contents d'agir parce qu'ils participent à un tout et qu'il y a une action concrète. Donc pour les mobiliser concrètement, on leur propose un protocole de recherche, bien sûr, quelque chose d'assez précis, d'assez simple. Donc on va leur demander d'installer le nichoir dans leur jardin, donc contre un arbre, contre un abri de jardin, contre la maison, et puis ensuite de l'observer régulièrement. Donc entre avril et septembre, en général, c'est la grosse période. Donc d'être vigilant sur est-ce que ce nichoir est occupé, est-ce qu'il y a des oiseaux qui tournent autour, qu'est-ce qui se passe. Donc un protocole de recherche qu'on distribue et un accès Internet. Donc en fait, on demande aux habitants de saisir leur observation sur Internet. Donc voilà, il y a un site, je ne vous le présente pas, je n'ai pas le temps, mais vous irez sans doute le voir vous-même. Donc un site assez intuitif, un site collaboratif qui a été monté par le réseau École et Nature, donc qui permet aux personnes d'y accéder et de saisir leur observation en direct. Donc ils ont un petit code et puis ils rentrent le numéro de leur nichoir. Et nous, après, tout ça, ça agrémente la base de données du CNRS et on sait qui a saisi pour dire quoi à quel moment. Donc cet outil, c'est vraiment l'outil Internet, c'est le cœur du projet, c'est lui qui fait le lien, puisqu'il y a des espaces, un espace habitant, observateur, et puis un espace aussi école, avec des forums de discussion pour que les écoles puissent échanger entre elles, pour que les habitants puissent échanger entre eux. Et c'est vraiment intéressant de voir que ça fonctionne et qu'il y a même de la solidarité qui se crée, avec des habitants qui vont demander à d'autres de venir leur donner un coup de main pour mettre les nichoirs dans leur jardin. Enfin, il se passe des choses assez intéressantes autour de ce site Internet. Et on a mis en place aussi un certain nombre d'outils pédagogiques, puisque ça fait partie de notre savoir-faire, et ça nous permet de sensibiliser les habitants. Donc une exposition, un film documentaire qui a été réalisé par les étudiants de l'IFCAM, puisqu'ils font partie de notre territoire à Ménigoutte, des supports adaptés en fait à la sensibilisation du grand public. Il vous reste habitants. 3 minutes. Combien ? Donc voilà, donc un partenariat multiple, un partenariat financier très fort puisqu'il fallait assurer la gratuité pour permettre la réalisation de ce projet, un partenariat technique intéressant, notamment
que je tiens à préciser, c'est que les nichoirs sont fabriqués par l'IM-Pro de Mel et par le chantier d'insertion du Conseil général. Donc une dynamique aussi qui nous semblait importante. Un relais indispensable, alors oui, du coup, des partenaires techniques et des partenaires relais. Donc on crée de l'animation sur les territoires, mais on s'appuie aussi sur des structures existantes qui elles-mêmes animent dans les territoires, elles sont connues. Donc notamment le réseau des bibliothèques départementales, par exemple. Il y a très souvent des bibliothèques municipales dans l'ensemble des collectivités concernées. Donc elles relayent l'information, elles font de l'animation, c'est un point d'appui pour nous. Et la presse, comme le disait Jean-Sébastien, et la presse est un point d'appui fort, c'est un relais indispensable. Et nous aussi, on a une belle couverture médiatique locale qui nous permet de sensibiliser les habitants, qui nous permet de valoriser le projet, de nous faire connaître, d'avoir une reconnaissance de nos partenaires, enfin, avec aussi une dimension un peu publication à une petite échelle, mais en tout cas une reconnaissance aussi des pairs par rapport au programme de recherche. Donc un partenariat éducatif privilégié avec l'inspection académique, et donc je vais laisser la parole à Jocelyne pour vous dire un peu l'intérêt de ce projet. Bon, j'ai 1 minute si j'ai bien compris. Non, moi je voulais tout simplement vous dire, même s'il y a peut-être peu de gens du premier degré, d'enseignement du premier degré dans la salle, mais que l'inspection académique a vraiment reconnu ce projet aujourd'hui, mais que ça n'a pas forcément été dès le départ le cas. Voilà, parce que beaucoup d'interrogations au départ. Le CNRS, les Odyssées arrivent avec un projet lourd qui va comporter beaucoup d'interventions dans les classes. Donc, interrogation des autorités et des inspecteurs. Est-ce que les élèves vont vraiment apprendre des choses? Est-ce qu'ils ne vont pas gaspiller leur temps? Est-ce qu'ils vont bien être dans les programmes? Est-ce que les animateurs sont bien compétents? Voilà, qu'est-ce que c'est que ce gros dispositif qui entre dans l'école, hein? Donc, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ces interrogations-là. Monsieur le recteur vient visiter le département. On l'emmène où? Dans une école qui a participé au projet. Pardon, je n'ai pas l'habitude. Hein. Je ne sais pas du tout. C'est bon comme ça? Oui, pas trop près. Voilà. Pas trop près, voilà. Donc, visite du recteur récemment, on va voir une école qui a participé au projet des nichoirs. Bon, c'est anecdotique, mais c'est pour vous dire qu'on n'a plus de problème de reconnaissance maintenant, hein. Alors, pourquoi on en est là aujourd'hui? L'analyse qu'on commence à faire, là, hein, c'est de se dire que les conseillers pédagogiques que je représente, hein, les formateurs, enfin les inspecteurs, ont été associés constamment. C'est-à-dire que ça n'est pas arrivé dans l'école comme ça. Les documents pédagogiques n'ont pas été mis en ligne brutalement. Ils ont été construits tout au long avec nous. On a toujours été associés, réunions de travail, échanges, enfin, etc. Hein. Et je crois que on est là aujourd'hui toutes les trois, c'est pas innocent. Et si ça a marché, c'est aussi parce que ça a toujours été comme ça. Hein. J'avais envie de vous le dire aujourd'hui. Alors, reconnaissance, ça veut dire qu'aujourd'hui, les enseignants qui sont inscrits dans le projet bénéficient de 6 heures de formation. C'est peu, mais c'est pas rien. Dans leur temps de travail, hein, avec les partenaires du projet. Les outils d'évaluation qui sont construits pour mesurer les apprentissages des élèves, on les fait ensemble, on est en train de les bâtir. Hein. Voilà, bon, puis on est associé au temps de regroupement des classes, etc. Hein. Bon, j'ai pas le temps de m'étaler, mais il y aura peut-être des questions. Juste une petite remarque pour finir. Hier, j'étais dans un groupe où on s'interrogeait sur l'enseignement scientifique. Aujourd'hui, l'évolution de l'enseignement scientifique, alors la question a été posée au niveau de l'enseignement supérieur, mais je me la suis posée moi au niveau du premier degré. Et je me suis dit, sans flagornerie, hein, qu'un projet comme celui-là, quand même, il permettait, et c'est très rare, de faire se rencontrer des chercheurs et des élèves. La rencontre, elle est physique, hein, d'impliquer les élèves dans un projet réel. On n'est pas sur de l'exercice scolaire. Hein. Et je crois que ça, il y a un tas de petites choses peut-être même qu'on ne mesure pas bien, mais c'est vraiment un pas, enfin quelque chose de fort, hein, dans la scolarité de l'élève. Ça restera un moment fort, je pense, dans leur vécu. Et ça, on en est conscient, même si dès le départ, ce n'était pas forcément évident. Hein. Voilà. Donc pour conclure, en fait, vous donner un peu des pistes sur les freins qu'on aurait pu avoir et puis les points forts pour nous sur ce projet. Les freins, c'est qu'on est quand même sur un projet de recherche et pas de conservation. Et dans la représentation collective et populaire, le nichoir, c'est de la conservation. Tous ces nichoirs ne seront pas tous occupés.
c'est certain. On a déjà donc et la non-occupation est une donnée scientifique. Donc sur le retour des données, ça reste quand même un peu problématique pour nous et on a de l'animation à faire sur le réseau justement d'observateurs autour de cette indication-là. Et que l'outil Internet sur un espace rural comme le nôtre, il a ses limites aussi, parfois. Voilà. En dehors de ça, sur les points positifs, ce qu'on pourrait nous amener, c'est que c'est vraiment un projet partenarial. On a co-construit ensemble avec l'inspection, avec le CNRS. Même le protocole a été co-construit ensemble. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour nous. Ça amène vraiment une dynamique sur le territoire. Et au-delà de la problématique de recherche aujourd'hui, on voit les collèges venir vers nous pour s'intégrer dans le projet. Donc il y a une continuité sur le temps. On voit aussi des élus qui s'interrogent sur est-ce qu'ils vont avoir à gérer autrement leur commune, à mettre en place des commissions environnement. Donc il y a des choses qu'on perçoit. Par contre, l'évaluation est en cours et les résultats seront en 2014. Donc on se proposait de revenir, en fait, de proposer à Tela Botanica de nous refaire un colloque en 2014 pour vous donner les résultats de nos évaluations. Voilà, merci beaucoup.